Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois, à 10h, sur RCN. Ancien président du Conseil général des Alpes-Maritimes, député des Alpes-Maritimes, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes président de la métropole Nice-Côte d'Azur depuis 2012, maire de Nice de 2008 à 2016, puis à nouveau depuis 2017. Vous êtes aussi le président de la France Audacieuse. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes reparti quelques heures à l'école, c'était comment ? Je suis souvent à l'école. Je considère que d'abord dans ma responsabilité de maire, qui est en charge les écoles maternelles, élémentaires, mais aussi ma relation avec les collégiens et les lycéens, c'est important que de temps en temps j'ai ces rencontres avec des élèves de toute génération et échanger avec eux. Voilà pourquoi l'exercice qui m'a été proposé par C8 était pour moi au fond un exercice que je connaissais bien, et j'ai eu en face de moi des élèves qui n'ont cessé d'avoir des questions à la fois pertinentes et puis vous voyez bien que leur jeunesse en même temps impliquait cette part d'authenticité, de vérité, qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose de superficiel, mais de vraiment authentique. La ligne 2 du tramway, le complexe de Diamant, l'Écovalet, Nice Méridia, le Grand Arénas, les 100 ans des studios de la Victorine. Nice est en train de changer, la ville de Nice est en train de changer, peut-être en une ville du futur. D'abord, il faut toujours être prudent lorsque l'on parle de ville du futur, parce que les gens sont attachés à leur histoire. Et Nice a une très très grande histoire qui remonte à 25 siècles en arrière au minimum. Bien évidemment, si je veux la réussite économique, sociale et attirer les grandes écoles, les plus belles entreprises qui soient dans notre cité, et que je m'y suis employé pendant ces 10 ans, mes efforts ont été à égalité entre la préservation d'un patrimoine absolument magnifique et même la reconquête d'une part de notre histoire oubliée. Je pense à cette église du XIIIe siècle qui avait disparu et qui était cachée par l'ancien palais communal sur la place Saint-François. Je parle de toutes les recherches que j'ai faites en reconstituant une équipe d'archéologie sur la colline du Château pour essayer de remonter à nos origines les plus anciennes. Et puis, bien évidemment, la réhabilitation de tout ce patrimoine baroque que nous ont légué de grands architectes piémontais. Et en même temps, nous sommes devenus la 13e Smart City au monde, au classement Juniper Research, la seule au classement mondial pour la France. Donc oui, une ville du futur, de la modernité propre, puisque la modernité pour moi c'est du développement qui se fonde sur le développement durable, sur l'écologie, sur l'environnement, sur les ressources naturelles, avec des start-up, des facultés, de belles industries qui ont fait le choix de Nice grâce à cette politique d'attractivité, puis surtout un grand plan mobilité pour rééquilibrer l'Est et l'Ouest de la cité, avec en 2019 cette livraison étape par étape de cette ligne qui part désormais de l'aéroport et qui finira à l'automne prochain sur le port d'un côté et plus au nord sur l'Alliance Riviera et sur le site d'implantation de ce grand industriel de meubles, Ikea, qui est en chantier aujourd'hui. Christian Estrosi est notre invité de Sans détour, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. La reconnaissance faciale, est-ce une utilité importante ? On me posait cette question il y a 10 ans lorsque je commençais à développer le réseau de caméras de vidéosurveillance sur Nice. Est-ce que ça a une utilité importante ? Qui songerait aujourd'hui à remettre en cause cette utilité ? Depuis, nous sommes passés à des caméras qui sont plus performantes, qu'elles soient de haute définition, qu'elles soient thermiques aussi. Voilà, aucun de nos parcs et jardins que j'ai fait clôturer aujourd'hui n'est accessible la nuit parce que les caméras thermiques ont la capacité de
détecter immédiatement une masse animale ou humaine qui pourrait y pénétrer, ce qui fait que nous avons peu ou prou réussi à atteindre un niveau de tranquillité publique important. Je pourrais parler des caméras intelligentes qui aujourd'hui sont capables de détecter les émotions. À chaque fois, on voit pas un visage. Les gens se font, pour certains, manipuler l'illusion que on porterait atteinte aux libertés individuelles. Mais simplement, lorsque vous voyez apparaître un rougissement d'une masse de personnes, une quinzaine de personnes par exemple, dans une rame de tramway, ça veut dire qu'il y a une émotion collective. Et s'il y a une émotion collective, c'est qu'il est en train de se produire un fait qui mérite que nous regardions de plus près pour voir s'il n'y a pas des initiatives à prendre pour protéger et pour intervenir. Puis aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui m'est suggérée par des start-up israéliennes, et je m'inspire beaucoup de ce que les services de sécurité israéliens avec lesquels je travaille beaucoup et qui font un travail exemplaire peuvent faire avec beaucoup d'efficacité pour sécuriser notre ville, qui fait qu'avec une photo d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, vous pouvez dans une foule, grâce à un logiciel et à partir de notre réseau de caméras existant, immédiatement détecter la personne d'intérêt, la personne recherchée. Sachant que je n'ai pas le droit, moi, de mettre une personne d'autorité, que seule l'autorité judiciaire ou les services de l'État ont la faculté de le faire, mais c'est un outil que je souhaite développer pour le mettre justement au service de nos forces de sécurité, de renseignement, pour mieux garantir la sécurité des Niçois. Voilà, on n'arrête pas de faire des progrès dans la médecine. Est-ce que aujourd'hui on trouve que c'est embêtant d'essayer de solutionner des maladies qui étaient hier incurables et qu'on arrive aujourd'hui à soigner, qu'on arrivera de plus en plus à soigner, des maladies génétiques, Alzheimer, les cancers extrêmement violents et autres? Non. Eh bien que aujourd'hui la recherche et l'innovation se mettent au service de technologies qui fassent qu'on se sente toujours plus libre, parce que plus en sécurité, me paraît être d'une logique identique, et c'est ce que je veux pour ma ville. Le retour des djihadistes, Christian Estrosi, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, lorsque je vois que Omar Diaby, qui est un Niçois, qui a recruté une 50aine de Niçois, qui est à l'origine de crimes et complice de crimes abominables, qui était détenu par un groupe syrien qui vient d'être remis en liberté, alors qu'on sait que si Daesh est à terre aujourd'hui au plan des territoires, il n'en demeure pas moins très actif, et sans doute mènera-t-il dans les semaines et les mois qui viennent son activité autrement. Pour ne prendre que cet exemple, de savoir qu'il peut organiser à tout moment des attentats contre notre pays, je préférerais le savoir entre les mains des autorités judiciaires françaises, sachant qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé, et que le seul fait qu'il ait été libéré par le groupe qui le détenait en Syrie fait que là où nous n'avions pas réussi à l'interpeller ces dernières années ou le mettre hors d'état de nuire, eh bien sans doute sommes-nous passés à côté de quelque chose. Je pourrais en dire autant pour Adrien Guial, porte-parole de Daesh, qui avait revendiqué l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Il est aujourd'hui détenu. Est-ce que nous devons le réclamer pour qu'il soit jugé en France ou prendre le risque qu'il soit libéré? Il a des comptes à rendre vis-à-vis des familles des 86 victimes de la promenade des Anglais et sans doute d'autres crimes perpétrés dans notre pays. Voilà pourquoi moi je suis plutôt partisan qu'il soit jugé. Pendant 15 ans,
des Simon Wiesenthal, des Serge Klarsfeld, des Elie Wiesel ont essayé de retrouver les pierres des nazis partout dans le monde. Eichmann, 15 ans de recherche. Quand un barbare de cette nature aujourd'hui est interpellé, qu'il soit en Irak ou en Syrie, allons-nous nous mettre dans une situation où nous ferions le chemin inverse de ce qu'ont fait ces grands chasseurs de nazis à l'époque? Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que nous passions à l'action immédiatement. Vous faisiez référence il y a quelques instants, Christian Estrosi, qui est notre invité de Sans Détour, aux 86 victimes de la baie des Anges. La ville de Nice, après l'attentat du 14 juillet, a repris, selon vous, le chemin d'une vie normale? Elle l'a repris parce que les Niçois, dans toutes leurs différences, dans toutes leurs confessions, se sont montrés extrêmement solidaires, ont eu cette capacité de résilience absolument extraordinaire, et sans rien oublier, en même temps, ont offert cette image de dignité au monde entier, en se retroussant les manches et en disant que il n'était pas question d'accorder face à ce terrorisme sourd et aveugle, à cette barbarie qui s'est abattue sur nous, la moindre exploitation d'une victoire. Or, ne pas nous relever, ne pas reprendre notre vie événementielle, culturelle, sportive, économique, sociale comme avant, et même relever le défi d'aller encore plus loin, ce serait leur accorder une victoire énorme. Aujourd'hui, dire on est plus fort que vous, vous n'avez rien empêché du tout. C'est un peu l'histoire du peuple juif, qui est toujours ressorti plus fort de toutes les persécutions qu'il a subies tout au long, je dirais presque des 7 à 9 000 ans écoulés, et qui pour moi est l'exemple d'un peuple à la fois fier, ancré dans ses valeurs, dans son histoire, et qui n'a jamais accepté l'adversité, qui a toujours tenté de s'abattre sur lui pour toujours aller plus haut et plus fort, pour dire que le poids qu'il représentait dans l'humanité continuerait à peser pour apporter d'ailleurs le bien, à transmettre des valeurs fondamentales et apporter tout simplement à tous ceux qui ont toujours utilisé la voie d'une tentative d'extermination, d'une tentative d'isolement, d'une tentative de négationnisme, d'une tentative de reniement, apporter la démonstration qu'il puisait toujours sa force pour mieux exister et plus encore défendre les valeurs universelles qu'il incarne. Christian Estrosi, on va rentrer petit à petit dans ce Sans Détour. Ce sont des questions d'ordre national, je dirais. Vous êtes tout d'abord le président de la France audacieuse. Quelles sont les grandes lignes de ce parti? C'est passé quelque chose d'important. C'était dans les 3 ans qui ont précédé les élections présidentielles de 2017. C'est que la présidence de Hollande et sa majorité ont décidé que désormais les maires ne pourraient plus cumuler de fonctions avec un mandat parlementaire. Donc la loi étant la loi, nous sommes nombreux à avoir fait le choix de notre commune et de quitter le Parlement. C'est le choix que j'ai fait. Je trouve que ça n'était pas une bonne chose parce que ne pas porter la voix des territoires au Parlement, on voit les réformes qui se font en ce moment et qui sont souvent loin de la réalité quotidienne que vivent nos concitoyens parce qu'il n'y a plus les grandes voix de ces grands élus territoriaux pour les défendre au Parlement. Mais c'est comme ça. Et en même temps, je ne suis pas sûr, même si il a de grandes qualités, que le président Macron, que j'avais pourtant alerté, ait bien compris les bouleversements que cela allait procurer dans l'équilibre et la cohésion de notre société. Donc, comme ses prédécesseurs, il a commencé son parcours en considérant que le seul débat devait avoir lieu entre l'exécutif lui-même,
et le législatif, les parlementaires de l'autre côté. Ben non. Voilà, il aura fallu 18 mois pour qu'ils se rendent compte qu'il fallait aller à la rencontre des maires pour mieux comprendre les territoires de France et que sans doute pour les réformes à venir, c'était d'abord là qu'ils devaient commencer à discuter de ces réformes parce que la vraie vie des Françaises et des Français, c'est leur relation avec leurs élus locaux, dans leurs communes, dans leur territoire. Donc je me réjouis que tout doucement les choses s'inversent, mais avec la France audacieuse et les près de 500 maires qui la constituent, sans compter les milliers d'adhérents directs qui nous ont rejoints, eh bien c'est ce que nous avons défendu d'entrée et que nous portons aujourd'hui. Nous sommes une France des territoires, nous les incarnons. Nous voulons défendre ces citoyens actifs, ces entrepreneurs, ces familles, ces salariés, ces artisans qui représentent sans doute plus de 70% de part de croissance dans notre pays. Et nous-mêmes représentons au moins 70% de la commande publique dans notre pays. Ce qui m'amène à dire qu'en matière de croissance et d'emploi, les maires font tout et le président fait le reste. Merci pour cette précision, Christian Estrosi, qui est notre invité de Sans Détour sur RCN. Juste une réaction sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes ? Oui, c'est toujours un problème délicat, car bien évidemment nous sommes éduqués dans des valeurs, surtout lorsque l'on croit, qui font que la famille, le couple, la procréation naturelle dans un couple, c'est notre éducation fondamentale. Après, même si on est très attaché à cette valeur-là, chacun en son âme et conscience doit s'interroger sur une société moderne où le besoin d'avoir un enfant, l'évolution de l'organisation de la famille, fait que voilà quelques années où je me pose de grandes questions sans être convaincu d'avoir la réponse la plus juste, ou parce que d'autres pays nous ont devancés sur ces sujets et que beaucoup de Françaises et de familles françaises peuvent désormais, en passant nos frontières et surtout pour ceux qui en ont les moyens, faire appel à la PMA, entre autres, eh bien ne pas fixer des règles très encadrées dans notre pays pour permettre cet accès de manière plus juste socialement. Il me semble que c'est un vrai débat qui mérite d'être ouvert et sur lequel la France a besoin d'avancer. Je sais que c'est loin d'être partagé, mais en tout cas, c'est ma vision des choses aujourd'hui et là où d'autres restent très fermés, et en même temps on regarde que on voit que ceux qui sont très fermés se retrouvent souvent dans les partis des extrêmes. Ce sont ceux qu'on retrouve à Sens commun, qui vont défiler en ayant une expression assez sectaire sur l'esprit de la famille, ne sont pas capables de faire preuve d'ouverture et de tolérance. Voilà pourquoi moi je n'ai pas envie de mêler mes voix à celle-ci. Christian Estrosi, chaque jour, selon les dernières études officielles, 15 atteintes à la laïcité sont enregistrées, principalement en milieu scolaire. Oui, alors bien sûr, derrière l'atteinte à la laïcité, il y a beaucoup de choses qui se cachent, parce que l'expression atteinte à la laïcité est une expression très généraliste. Et donc je trouve que depuis quelques années, se contenter de faire référence à la laïcité, et au fond, c'est condamné par quoi ? Une atteinte à la laïcité. On dit, c'est une atteinte à la laïcité. Et puis après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Mais quand c'est une atteinte à la laïcité par des éléments de provocation, pas communautaire, communautariste, violent, à l'égard d'une communauté qui n'est pas la sienne. Ça ne peut pas être pour moi un blanc-seing en quelque sorte. Pour ça que moi j'ai grandi, vous savez, dans l'école de la République, au lycée du Parc Impérial à Nice, dans ma classe, il y avait des chrétiens, des juifs, pas beaucoup de musulmans à l'époque, c'était au lendemain des événements d'Algérie. Et puis parmi tout cela, ça se déclinait de manière très différente. Il y avait les juifs d'Afrique du Nord, il y avait les juifs européens,
Il y avait chez les chrétiens les Arméniens, les Russes blancs, dans le quartier de Zarevitch notamment, qui avaient fui la révolution russe. Il y avait les orthodoxes grecs, il y avait les protestants, et on grandissait tous à l'école de la République. On savait même pas, à l'époque c'était un mot qui n'était pas évoqué, ce qu'était la laïcité. On s'aimait tous, on se respectait, on grandissait ensemble, on jouait ensemble. Et dans notre carnet de correspondance, vous aviez dans le lycée public le cours d'histoire géo, de maths, de langue vivante 1, de langue vivante 2, instruction religieuse. Et le prêtre venait faire son catéchisme, le rabbin ou l'enseignant dépêché par le consistoire venait pendant cette heure-là, qui était dans le programme scolaire, pour dispenser son éducation. Ça choquait personne. C'était une atteinte à la laïcité. Pourtant, aujourd'hui, c'est banni de nos carnets d'instruction civique. Et regardez comment on se respectait à l'époque. Pour ça que j'ai fondé Alpes-Maritimes Fraternité d'ailleurs. Vous avez bien fait. Qui marche très bien et où on se côtoie tous entre responsables publics et responsables religieux, et justement nous essayons de mettre de l'harmonie dans tout ça pour montrer que s'il y a bien des défenseurs de la laïcité, c'est nous. Mais voilà pourquoi sur l'instrumentalisation de la laïcité, je reste très prudent. Je suis content d'avoir posé ces questions parce que je voulais justement vous faire réagir et vous êtes arrivé justement à cette réaction. Bravo Christian Estrosi et de nous donner encore quelques minutes. Merci du temps pris pour cette interview. 74% d'actes antisémites. 74% en France, c'est un chiffre officiel. Tout a commencé en 2006, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes un ardent combattant justement de la lutte contre l'antisémitisme. Les 2 armes d'Ilan Halimi arrachées, l'année dernière la plaque d'Ilan Halimi, le portrait de Simone Veil sur 2 boîtes aux lettres à Paris, et puis les insultes en près d'Alain Finkielkraut. Tout ça est affreux, est insupportable. On a manqué de beaucoup trop d'autorité. En même temps, je ne veux plus qu'on se contente de grands rassemblements chaque fois qu'il se passe quelque chose. Moi, j'aime bien les gens qui sont présents quand il se passe rien. Vous avez parlé d'Ilan Halimi. Vous vous rendez compte que pour le 10e anniversaire de la disparition d'Ilan Halimi, mort torturé et retenu en détention pendant 24 jours par le gang des barbares, la notoriété du gang des barbares et de Youssouf Fofana était plus importante que celle d'Ilan Halimi. Donc pour ce 10e anniversaire, je me suis rendu à Jérusalem, sur la tombe d'Ilan Halimi, avec quelques amis du consistoire de Nice, je pense à Lucien Samac, Maurice Nidam et quelques autres, pour poser notre pierre et nous recueillir. Nous avons été les seuls. Il n'y a pas une autorité française qui a fait un geste. Il n'y a pas quelqu'un de représentatif des droits de l'homme dans notre pays qui a fait un geste. C'est-à-dire qu'il était en train de disparaître dans l'anonymat le plus total, 10 ans plus tard seulement. Donc voilà, je prends cet exemple qui m'avait choqué personnellement, parce que c'est sans doute un des faits les plus marquants des atrocités qui peuvent être commises à l'égard d'un citoyen français de confession juive. Et depuis, nous voyons que tout ça ne cesse de monter en puissance, en provocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune retenue, plus aucune gêne pour qu'on lance un slogan dans la rue. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a ce côté pacifique de la part sans doute d'une immense majorité de ceux qui ont le sentiment de défendre une cause juste. Mais il y en a qui enfilent un gilet jaune pour que ça leur serve d'alibi et de les laisser passer pour pouvoir tout dire. Toutes les provocations. Aller casser du flic d'un côté et pratiquer un antisémitisme qui est renfermé
en eux et où ils n'avaient pas de terrain d'expression pour le faire. Sans compter les profanations qui n'ont cessé de monter en puissance, les inscriptions qu'on voit régulièrement sur la façade de la synagogue de Nice, ce cimetière en Alsace qui a connu 80 tombes qui ont été profanées. C'est plus possible. C'est plus possible. Et j'y ajoute aux moyens utilisés pour pratiquer cette montée de l'antisémitisme, où souvent on utilise des slogans antisionistes. Ça ne peut plus tromper, ça. Derrière chaque propos antisioniste, en réalité, on masque un antisémitisme profond. Et pour moi, ça n'est plus acceptable. Voilà pourquoi je demande à ce que soit modifié en profondeur notre code pénal. Je regrette que le président de la République n'estime pas cela nécessaire. J'étais au CRIF, à Paris. Le président de la République a dit des choses très justes. Et je suis content de voir sa détermination à lutter contre l'antisémitisme. Mais il a estimé qu'il n'y avait rien à modifier dans notre code pénal pour y faire rentrer les postures antisionistes. Eh bien moi j'estime tout le contraire. Voilà. Je pense que notre code pénal doit être revu, et y compris sur l'antisémitisme. C'est l'article L132-76 et suivant de notre code pénal. La notion d'antisionisme n'existe pas. Elle doit entrer dans le code pénal. Je le demande. Quant à l'antisémitisme, vous voyez bien les décisions des juges qui sont sans la moindre efficacité. Donc je dis qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est un délit qui n'est pas assez identifié, qui est même fragilisé. Je veux dire d'ailleurs que je me réjouis de la victoire que j'ai obtenue contre Philippe Vardon, qui, parce que en séance au Conseil régional, j'avais dénoncé et rappelé sa condamnation pour incitation à la haine raciale. Philippe Vardon, vous savez, ce leader du Front National issu des mouvements identitaires, et antisémitisme, et il a porté plainte contre moi pour diffamation, considérant que sa condamnation ne formulait pas, si elle formulait l'incitation à la haine raciale, pardon du peu, elle ne faisait pas formuler la condamnation pour antisémitisme. J'ai gagné devant le Conseil d'État. Vous savez pourquoi ? C'est parce que le Conseil d'État a retenu mon argument selon lequel, parce qu'il avait des images en train de chanter « Nous sommes la Zyklon Army » sur un estrade avec le bras levé, et le faisant reprendre en chœur par toute une assemblée. La référence à la Zyklon Army, c'était bien la référence au Zyklon B, ce gaz utilisé par les nazis dans la disparition industrielle dans le cadre de la Shoah à travers les chambres à gaz, et donc l'a débouté. C'est une grande victoire. Il a été condamné à 2000 €. J'estime que c'est certes peu, mais ces 2000 €, je n'ai pas l'intention de les encaisser. Ces 2000 €, j'annoncerai prochainement à qui et dans quelles conditions, mais en tout cas, j'en ferai bénéficier une association qui contribue à la cohésion économique et sociale et de la communauté juive à Nice, parce que ça lui revient, ça n'est pas à moi que ça revient. C'est mon combat, mais c'est mon combat aussi pour les valeurs que j'ai en partage avec la communauté juive de Nice. Je le dis parce que le Conseil d'État m'a donné raison, mais si le droit avait été plus précisé, nous n'aurions pas dû en passer par la case première instance, cour d'appel, Conseil d'État. Voilà pourquoi je demande à ce que notre code pénal
sanctionne et identifie l'antisémitisme de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus ferme, beaucoup plus précise, pour que plus personne ne puisse passer à côté des mailles du filet et que soit introduite une notion qui ne l'est pas, par la même occasion est condamnable au même niveau, l'antisionisme. Nous enregistrons cette interview dans votre bureau où on a eu le plaisir d'être reçu. Il y a une photo derrière nous de Charles Gottlieb. Quel est le dernier souvenir de Charles Gottlieb que vous avez en tête là à l'instant ? Le dernier souvenir, c'est quelques jours avant sa disparition, puisque je lui ai rendu visite chez lui dans son appartement du boulevard de Cimier, où il était décidé à accompagner encore des enfants comme il l'a fait inlassablement des collégiens à Auschwitz et comme nous l'avons fait si souvent ensemble dans le cadre des voyages de la mémoire. Je sentais bien sa faiblesse, je sentais bien qu'il était arrivé à la limite de l'épuisement et pourtant il avait encore cette lueur dans son regard qui était extraordinaire. Il est décédé le soir du 8 mai 2015, à 20h. C'est-à-dire que Charles aura lutté contre la maladie de toutes ses forces pour tenir jusqu'au soir de la commémoration du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ça démontre, et pour moi ça reste bien évidemment la marque d'une personnalité hors du commun et de ce courage qu'il aura eu jusqu'à son dernier souffle de vie pour remporter aussi cette victoire contre les nazis. C'était sa dernière victoire. Et puis bien évidemment, un de mes plus beaux souvenirs, c'est cette photo que vous voyez où il me revêt mon écharpe tricolore lors de mon élection de maire en 2014. C'était ma deuxième élection de maire. Il se trouve que le doyen d'âge qui préside la séance et qui est censé vous remettre cette écharpe était une élue du Front National. Et pour moi, c'était pas possible à la proclamation de mon élection que cette écharpe me soit remise en ces conditions. Et donc j'avais appelé Charles la veille et je lui avais dit j'ai besoin de toi demain. Il faut que tu viennes à la mairie, que tu restes caché derrière les appariteurs, derrière la tribune, et quand mon élection est proclamée et que je monterai depuis la salle vers la tribune pour occuper ma place, au dernier moment, tu sors de là avec l'écharpe et tu me la mets sans que personne n'ait le temps de réagir. Voilà comment nous avons fait un pied de nez à tout le monde. Et là aussi, nous avons montré que c'était nos valeurs d'humanité, de liberté et de tolérance sur tous les extrémismes qui pouvaient s'exprimer dans notre ville, qui triomphaient ce jour-là. Merci Christian Estrosi d'avoir répondu aux questions de Sans Détour. On termine toujours cette émission qui est très suivie sur les réseaux sociaux, 90 000 auditeurs pour les deux premières. Donc on est très fiers pour nous, petite radio associative de la Côte d'Azur. Le coup de gueule et le coup de cœur de Christian Estrosi. Mon coup de gueule, c'est bien évidemment ces propos inacceptables, inadmissibles, horribles, ces invectives, ces insultes à l'égard d'Alain Finkielkraut, et qui m'ont profondément marqué. Mon coup de cœur, c'est cette soirée que j'ai passée avec ces enfants dans une classe, cet échange que j'ai eu pendant une demi-heure avec eux sur la chaîne de C8. Ils étaient de toutes confessions, de toutes couleurs de peau, de toutes origines, de toutes conditions sociales. Et j'ai pu mesurer à quel point ils incarnaient notre plus belle espérance d'avenir. Et je sais que ce sont ces rencontres-là qui, pour moi, constituent ce moteur qui doit me donner la force de continuer à avancer pour le bien de notre ville et de notre cité et surtout
préparer un monde de paix aux générations futures. Enfin, un dernier mot pour nos auditeurs qui vous apprécient particulièrement et vous le savez. Je veux leur dire que je les aime, parce que forcément quand on écoute Radio Shalom, on est un homme ou une femme de bien, et que on recherche la voie de la raison. Je sais que vos auditeurs communiquent beaucoup avec vous, vous adressent des messages, vous m'ont répercuté souvent, donc je les entends, je les écoute. Si ce sont eux qui m'écoutent aujourd'hui, qu'ils sachent aussi que je suis très attentif à tous les messages qu'ils peuvent m'adresser, et que c'est avec eux aussi que je veux faire grandir notre ville. Christian Estrosi, je vous remercie. Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.